Bonjour, chers téléspectateurs de Zouk Télévision. Merci de nous recevoir chez vous. Je vais recevoir ce matin Daniel Robin, candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription, autrement dit celle de Fort-de-France. Bonjour Daniel Robin. Bonjour M. Pardot. Donc on se connaît, je ne vais pas faire de macaquerie. Depuis de nombreuses années. Je n'aime pas ça, je ne fais pas semblant, c'est idiot, donc je te connais, il n'y a pas de problème. Alors, je vais te demander dans un premier temps de te présenter pour ceux de nos téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas, mais bon, tu es quand même un élu déjà depuis quelques années, tu as été élu au conseil régional, dans la minorité, puis dans la majorité, puis élu de la première collectivité territoriale de Martinique, j'en passe et les meilleurs. Bon, donc je vais te demander de te présenter, puis nous allons avoir un petit échange sur les raisons de ta candidature, ton programme, ce que tu veux, comment tu vois les choses, voilà. Avec plaisir, car en tout cas, ça me fait plaisir de partager ce moment avec les téléspectatrices et les téléspectateurs de Zouk TV. Donc, Daniel Robin, j'ai 60 ans. J'ai un parcours d'abord socio-professionnel, puisque j'ai été tour à tour président de la Jeune Chambre économique, président des petites et moyennes entreprises de la Martinique, membre de la Chambre de commerce et d'industrie. Et donc j'ai franchi le cap, le Rubicon en 2004, puisque je me suis retrouvé sur la liste conduite par Madeleine de Grandmaison à l'époque. Donc j'étais ce qu'on appelle de la société civile. Et donc nous nous sommes retrouvés effectivement dans une opposition, un peu compliquée d'ailleurs à l'époque, donc avec un certain nombre de personnes qui étaient, pour beaucoup ici du PPM, de Bâtir et d'autres, et qui, je me suis retrouvé, je me souviens à un moment donné, avec tous ceux qui avaient quitté le PPM, et moi j'avais mon tétitiri sans famille, j'avais pas de parti, j'avais rien, et je me retrouvais donc au milieu de cet hémicycle, un peu à rechercher ma voie, voilà. Et ensuite, en 2005, j'ai intégré le Parti progressiste martiniquais, au moment où d'autres partaient pour créer le RDM, et donc je me suis engagé jusqu'en 2017 au sein de cette famille politique, et que j'ai quitté pour des raisons, on va dire, de désaccord sur l'approche justement de la manière dont, selon moi, la politique doit être aujourd'hui construite, c'est-à-dire à partir, non pas d'organisation verticale, mais d'organisation horizontale, transversale, dans laquelle la part que l'on laisse aux citoyens et au peuple est plus importante. Et à côté de ça, donc, j'ai des activités professionnelles, puisque je suis chef d'entreprise depuis de nombreuses années, donc dans différents domaines, puisque j'ai été dans l'automobile, dans les médias, dans la banque, enfin un peu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, donc, je suis dans la transition énergétique. Je m'occupe de tout ce qui est réduction de la facture énergétique pour les entreprises, et j'ai développé aussi une activité de coaching professionnel. Voilà. Puis à côté de ça, je suis amoureux. Tu es président de l'association des médiateurs de la Martinique. Exactement. C'est pas inutile de le signaler. Je suis président de l'association des médiateurs de la Martinique. Voilà. Donc, quand il y a un conflit social, le pompier, c'est toi. Enfin, c'est vous. C'est nous, avec mon vice-président Gilles Marthe. Nous sommes fréquemment sollicités. Que je connais bien. Et nous avons à ce titre un regard très précis sur ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Voilà. Et qui est, à certains égards, fort préoccupant. Absolument. Bien. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, tu es président du mouvement Chemin d'Avenir. Naturellement, j'ai été voir de quoi il s'agissait, même si j'avais une petite idée. Et j'ai vu que son ambition, c'est de procurer mieux vivre et bien-être à toutes les générations. Oui. Alors, en quoi ces objectifs te sont propres, enfin, sont propres à ton mouvement, en mesure où je ne connais pas d'élus voulant développer le malheur, la précarité, le chômage, enfin bref, tous les élus, quand on les écoute... Oui. Et quand on voit la réalité et leurs résultats. Alors, on va dire mais que... après, ça se mesure. Oui. Qu'est-ce qu'ils produisent et quels sont les résultats. Alors, c'est peut-être ça le sujet. Et que nous avons, nous, une proposition, c'est une autre manière d'y arriver. D'abord, je crois que le point de départ que nous avons fixé dans ce mouvement, cette plateforme citoyenne, c'est d'abord c'est le réveil de la conscience politique martiniquaise. Parce que quand on regarde la manière dont les choses se sont inscrites dans le temps, moi je fais partie de ceux qui ont été, et je pense que je ne suis pas le seul, extrêmement touchés et concernés par ce qu'on appelle à l'époque la parole au peuple, l'émancipation du peuple martiniquais, l'éveil des consciences. Et quand on regarde 40 à 50 ans après, on se rend compte qu'il me semble que le peuple martiniquais aujourd'hui, d'abord n'est peut-être pas très respecté, et surtout, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une forme d'assujettissement qu'une forme de libération. Et qu'il nous faut retrouver du sens à l'engagement politique. Et si on constate qu'il y a une fracture aujourd'hui entre les citoyens et les élus, c'est justement parce qu'ils estiment que les élus, aujourd'hui, ne remplissent pas leur rôle, qui est de quoi ? De les représenter,
2, de parler en leur nom, et 3, de mettre en œuvre des politiques qui, justement, leur permettent d'accéder à un bien-être et à quelque chose qui les rend heureux. Et donc, par conséquent, si on reprend les 40 dernières années, et qu'on met ces 40 dernières années au regard des élections présidentielles, le premier tour, mais surtout le second tour, il y a plutôt des interrogations, il y a de quoi être... Interloqué. Pour le moins. Mais en même temps, alors, il y a deux choses. Moi, je suis un démocrate, hein, donc je respecte fondamentalement ce qui se passe aux sorties des urnes. Ce que je remarque quand même, c'est que il faut effectivement faire la part entre deux types de logiques. Il y a celles et ceux qui sont comme certains partis politiques le revendiquent. Hein. En tout cas, moi, je les appelle des xénophobes, des nationalistes, avec parfois du suprémacisme et du racisme. Bon, ceux-là, ils sont bien établis. Mais quand on regarde la Martinique, on se rend compte que beaucoup des thèses qui ont été développées par l'extrême droite touchent de façon extrêmement sensible l'oreille martiniquaise. Parce que lorsque l'on parle de préférence nationale, lorsque l'on parle d'immigration non contrôlée, lorsqu'on parle d'un certain nombre de sujets par rapport à la capacité que l'on a à pouvoir maîtriser un certain nombre de données, pour notre pays, il me semble que ce sont des réalités, des discours qui sont relativement proches. C'est pour ça que je dis attention, la ligne de fracture, c'est tout ce qui relève du racisme et du suprémacisme. Et ça, attention, danger. Maintenant, ce que je constate aussi à travers cette élection, c'est qu'il y a ceux qui ont appelé à voter Macron et il y a les autres. Voilà, parce que malgré tout, pour faire face, soi-disant, au risque le péniste, il y en a beaucoup qui ont minimisé le risque macroniste. Donc il me semble aujourd'hui que la ligne de fracture, telle qu'elle se présente pour les élections législatives, c'est justement de ne pas se retrouver dans une alliance avec le président Macron et sa future majorité. Très bien. Donc, aux élections territoriales, donc de juin 2021, il y avait une innovation, c'est la première fois qu'on voit ça. 2 candidats déclarés décident de faire qu'une liste. D'ailleurs, la liste s'appelait ainsi, Nous Caféions. Voilà. Alors, de 1, on est passé à 2. Non, puisque Béatrice Bellé est candidate sur la circonscription Centre-Atlantique. De 1, nous avons choisi de rester exactement comme nous étions avant l'élection territoriale. D'accord. En fait, Nous Caféions, c'était une alliance dans le cadre d'une élection. Oui. Voilà, d'une élection. Et ce que nous avions, Béatrice et moi, voulu, c'est que de ne pas attendre le second tour pour pouvoir éventuellement fusionner. Donc nous avons fait le choix, qui était de mon point de vue responsable et totalement honorable, de nous allier avec un choix qui a été fait en extrêmement bonne intelligence. Voilà, Béatrice a du talent, elle est jeune, c'est une femme. Je n'avais pas de soucis ni de grattelle à solliciter donc mes équipes pour qu'on puisse faire alliance avec elle et ses équipes, et de façon à ce qu'elle soit tête de liste. Et je rappelle quand même que nous avons choisi, nous sommes parlé avant les législatives, et que dans la mesure où elle et moi avions donc une volonté de nous présenter, nous sommes sur 2 circonscriptions différentes. Elle est sur le centre, je suis sur Fort-de-France, et je vous certifie que nous ne sommes ni fâchés ni quoi. Nous parlons régulièrement. Il n'y a pas de raison. Donc nous caféions, pas café dé. D'accord. Bien. Alors, est-ce que pour toi la circonscription centre sur laquelle tu te présentes, enfin centre Fort-de-France, est-ce elle a une singularité particulière en dehors du fait que Fort-de-France est la ville capitale? Donc il y a un certain nombre de particularités, mais en dehors de ça, est-ce qu'elle a une singularité particulière pour toi, et si oui, laquelle? Mais d'abord, je reviens quand même sur cette réalité de ville capitale, parce que c'est quand même quelque chose qui est pour la Martinique essentiel, et qui, de mon point de vue, marque aussi un attachement, puisque ma réalité, c'est que je travaille à Fort-de-France depuis des années, et comme le disent souvent celles et ceux que je rencontre, il y a des enjeux attachés à la centralité. Voilà, donc on connaît tous la réalité de la ville de Fort-de-France, mais je ne veux pas faire de cette élection législative une élection municipale. Donc, certes, il y a une juxtaposition de la circonscription et de la ville spatialement, donc de la ville. Cependant, je pense que ce sont 2 logiques très différentes. D'abord, c'est que Fort-de-France a besoin aujourd'hui, selon moi, de rentrer dans une nouvelle ère sur le plan de sa représentation politique. C'est ça l'enjeu, puisqu'il s'agit effectivement d'une circonscription attachée à un parti politique. Et si nous nous présentons, nous, Chemin d'Avenir, c'est pour dire aux Martiniquaises, aux Martiniquais, aux Foyalaises et aux Foyalais que la circonscription de Fort-de-France appartient aux Foyalaises et aux Foyalais, pas à un parti politique. Il s'agit aujourd'hui d'ouvrir l'espace et de faire en sorte que l'on puisse proposer
une offre politique alternative dans laquelle chacun aura l'occasion de se positionner et de se déterminer. Ce que je souhaite, c'est de vraiment ancrer dans la tête des membres, des électeurs de cette circonscription, qu'il y a un autrement possible et qu'on doit d'ailleurs sortir de cette dualité de candidature entre Francis Carole et le représentant du PPM depuis des années, qui s'est traduit par quoi? Et j'ai regardé les chiffres avec intérêt. Mais un délitement de la participation de manière extrêmement spectaculaire. C'est-à-dire que cette offre politique ne correspond plus aux attentes des électrices et des électeurs. Alors, pour élargir d'ailleurs, parce que si tu es élu, tu es évidemment élu d'une circonscription, mais député de la Martinique. Certes. Est-ce que justement, le fait qu'il y a de plus en plus de candidats ne se réclamant d'autres partis politiques, quelquefois n'ayant inconnus, je prends des gens comme Barbara Genly, par exemple, ou bien je prends quelqu'un comme Daniel Mévili, qui est dans le sud, ou je prends, par exemple, qui est dans le centre atlantique. C'est Yann Mévili. Voilà, Johan. Ou bien je prends Daniel Liméry, qui est dans le sud. Et puis d'autres, bon, même Claude Roger Lagier, qui est du MPF, mais bon. Est-ce que, justement, est-ce que tu ne penses pas que, peu ou prou, ils partagent ce constat que, d'abord, ce sont les électeurs qui décident, en dernière instance, d'une part, et que, si les choses en sont arrivées aujourd'hui là, c'est que, pour un tas de raisons qui tiennent aux circonstances, qui tiennent aux personnes, qui tiennent à la quantité d'éléments, on n'a pas réussi, ou on n'a pas voulu, on n'a pas pu modifier les choses et faire une société qui soit plus ouverte, plus transversale, où tout le monde écoute tout le monde, etc. Est-ce que c'est un peu ton point de vue ? J'aime bien analyser les choses sur un segment de temps relativement long. Et nous avons assisté, ça fait partie des sujets sur lesquels nous avons souvent débattu, qu'il y a en fait une réalité attachée aux partis politiques traditionnels qui se décomposaient entre les partis nationaux et les partis dits locaux. Bon. Il y a eu effectivement un fort mouvement autour de ces partis locaux qui ont finalement fini par atteindre une forme de suprématie localement. C'est-à-dire que quand on regarde le MIM, le PPM, ils ont trusté les responsabilités politiques de premier rang depuis des années. Qu'est-ce qui se passe au sein de ces appareils ? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de ceux qui ont été à un moment dans ces appareils se retrouvent aujourd'hui à soit créer des partis locaux, soit des mouvements, et notamment des mouvements citoyens ? Ça témoigne incontestablement que dans le fonctionnement même de ces appareils, il y a un déficit de représentation et surtout de manière d'illustrer par la base que les potentiels peuvent s'exprimer. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont candidats n'auraient jamais été candidats dans d'autres appareils. Parce que la réalité, c'est que, j'allais dire, ceux qui sortent des processus sont toujours les mêmes. Ils sont connus et ils sont identifiés. Presque à l'avance. Presque à l'avance. C'est pour ça que nous disons, nous, aujourd'hui, nous préférons, alors, effectivement, avoir cette plateforme citoyenne dans laquelle nous avons la possibilité, et j'en veux pour preuve ma suppléante, Camélia Fimbou, qui est une jeune femme, qui est doctorante, qui est pleine de qualités, spécialiste... Une jeune femme, c'est la loi, déjà, hein ? Non. Il n'y a pas une parité, il faut, en principe... Il n'y a pas d'obligation de parité, il suffit de regarder certains qui se présentent homme-homme. En général, il me semble qu'il y a une amende qui est liée à ça. Alors peut-être, mais ils préfèrent la payer. C'est un choix. Ils préfèrent plutôt que franchement, enfin, c'est pas compliqué de trouver des femmes qui ont les bons profils. Non. Et ce que je dis, c'est que et Camélia, donc, est spécialiste des questions de citoyenneté. Donc, on travaille ensemble depuis 5 ans maintenant, et nous sentons aujourd'hui qu'il y a un appétit très fort. Je vais prendre un exemple. Nous étions à Texaco ce week-end. Extraordinaire. C'est-à-dire que des personnes nous disent: ah oui, c'est formidable, il n'y a qu'à décider de faire un congrès, mais il n'y a pas demandé nous rien. À quel moment les citoyennes et citoyens sont associés à une réflexion, à une proposition, à un processus dans lequel on engagerait le peuple dans une démarche... Et son avenir. Mais bien sûr. Et je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de toujours marcher au pas du peuple et rechercher l'avis, l'opinion, parce qu'il y en a une. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les Martiniquaises et les Martiniquais ont quelque chose à dire, parce qu'ils pensent, parce qu'ils réfléchissent, et qu'ils ont juste besoin d'être écoutés. Merci. Alors, tout ça est très clair. Alors, maintenant, on va passer au programme. Bon, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé du président Macron, mais il m'avait semblé, mais j'ai peut-être mal compris ou pas bien écouté, qu'en 2017, de son élection, tu le regardais plutôt d'un œil favorable. Tout à fait.
C'est bien ça. Oui, tout à fait. Et ce regard aurait-il changé? Ah, mais complètement. Après 5 ans et même avant... Écoute, c'est utile que tu le dises. Ah non, mais c'est important parce que tu fait, sais que les étiquettes en Martinique ont tendance à rester collées longtemps. Hein. Oui, mais bon, celle-là, elle est décollée parce que je me suis vraiment positionné très clairement par rapport à cela. Je pense qu'effectivement, il s'est présenté sous une étiquette progressiste. Voilà. Et en fait, ce n'est pas un progressiste. C'est un homme de droite, c'est un libéral. Donc je ne peux pas me retrouver dans sa proposition et dans son offre politique. Quand on voit qu'en 2017, un de ses premiers actes politiques a été de réduire les APL aux étudiants. L'allocation de logement, l'allocation de logement des étudiants. J'en avais terminé avec lui. C'est terminé. On ne peut pas fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, et je le répète, je suis un farouche opposant à la politique de M. Macron. Ne serait-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé sur la crise sanitaire, où il a dit tout et le contraire de tout. Et surtout, il y a deux choses qui m'ont choqué. Le manque de respect pour celles et ceux qui, en toute liberté et en toute responsabilité, ont choisi de ne pas se faire vacciner. On ne peut pas aujourd'hui être dans une réalité où un vaccin n'est pas obligatoire et on veut l'imposer par la force. On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec celles et ceux qui ont été mis de côté, alors qu'on a un besoin criant de soignants à la Ménard. Ils ont été tout simplement... Tout en ayant eu recours à leur service, mais bien sûr. Au début de la pandémie, quand il y avait le feu partout, hein, et en les applaudissant tous les soirs. Chaleureusement tous les soirs. Donc c'est incohérent. C'est incohérent. Et qui plus est, quand on regarde la manière, parce que je pense qu'il y a une manière à Macron. La manière Macron, c'est... Tous les corps intermédiaires ont été broyés sous sa mandature. Je décide, tu exécutes. Oui, et il n'y a pas de place sur ma planète Jupiter. C'est moi qui suis là et qui règne en monarque absolu sur tous les citoyens. Il est élu, je suis démocrate, je respecte ça. Cependant, aujourd'hui, l'enjeu de cette élection législative, c'est de permettre d'avoir une opposition à ce président de la République. Ne lui laissons pas l'opportunité d'avoir une majorité. Alors, ton programme, d'accord ? Mieux vivre, procurer mieux vivre et bien-être à toutes les générations. Avoir une société plus apaisée qui se parle. Concrètement, quels sont, disons, si tu es élu député, quels sont les quelques axes, orientations majeures dont tu te feras le porteur au sein de l'Assemblée nationale? Karl, plus qu'un programme, ce que tu as développé là, c'est une vision que nous avons de la Martinique. Une Martinique dans laquelle, c'est vrai, la responsabilité politique locale est portée, dans laquelle il y a un mieux-être et un mieux-vivre, qu'on s'engage dans un développement durable, et qu'il y ait effectivement la possibilité de faire émerger une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques. Mais ça se traduit par des axes. Alors, les axes sur lesquels nous voulons vraiment fonder aujourd'hui notre engagement, il y en a 5. Le premier, parce qu'il est incontestable et incontournable, c'est la question de la précarité, la question du pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui est au-delà, encore une fois, de cette réalité très prégnante, très marquante de l'augmentation des prix des carburants et de tout ce qui est produit pétrolier. Il y a un enjeu, c'est celui, pour nous, de vivre décemment dans le pays. Quand on regarde qu'un tiers des Martiniquais, un Martiniquais ou une Martiniquaise sur 3 vivent en dessous de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Il est temps d'agir. Et c'est pour ça que je dis à un moment donné, nos représentants, soit ils sont conscients, soit ils ont l'objectif de servir le mieux-être de la population, mais on ne peut pas assister à ce délitement régulier de la qualité de vie sans réagir. Donc il en va, je pense, de la dignité du peuple martiniquais. Je crois que c'est ça qu'il faut considérer. Donc nous avons à cœur, à Chemin d'Avenir, parce que nous avons beaucoup travaillé sur ces sujets-là, de remettre la question de la dignité au cœur des politiques publiques. Parce que sinon, ça sert à quoi d'être dans une république qui se vante d'être égalitaire, fraternelle ? Vous voyez ? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, l'égalité, ça passe par des réalités dans lesquelles on va... Je me souviens de 1996, des assises de l'égalité sociale, où c'était le grand soir de l'alignement des prestations entre la France et les Outre-mer. Où en sommes-nous 30 ans après ? Où en sommes-nous ? Il y a quand même un enjeu majeur aujourd'hui de considérer que ces questions-là, comme celle du pouvoir d'achat, ça impacte quoi ? Bien évidemment, la question de la formation des prix à la Martinique. Donc je sais que je parle à un spécialiste, mais on ne peut pas aujourd'hui regarder les prix tels qu'ils sont structurés sans considérer qu'il y a des choses à réformer. Alors, Monsieur Lurel, le député Lurel à l'époque, avait travaillé sur un certain nombre de sujets, dont les monopoles et autres. On se rend compte que, finalement, ça n'a pas produit beaucoup d'effets. Donc moi, notre proposition, c'est de remettre à plat tous ces sujets-là pour pouvoir permettre, y compris sur la question de l'octroi de mer, par exemple, qui concourt
à la formation des prix. Encore une fois, il ne s'agit pas de priver les collectivités de ressources, mais de s'engager dans quelque chose qui serait beaucoup plus vertueux. Est-ce que l'un des problèmes de l'octroi de mer, c'est que elle n'est pas comme la TVA sous la facture. Déjà, dans un premier temps. C'est terrible parce que justement... Parce que bon, payer quelque chose, d'accord, mais payer les ouverts, c'est sans doute mieux, non? Mais oui, mais surtout que... Alors, dans certains domaines, dans certaines relations commerciales, ça peut apparaître, mais c'est indolore parce qu'on ne sait même pas... On ne sait pas, le consommateur final, c'est strictement rien. C'est totalement invisible. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on ait une démarche vertueuse. L'autre chose qui est attachée aussi à cette réalité, c'est que, et nous allons le voir très prochainement, on est reparti dans un cycle d'inflation. Voilà. Et on parle même de stagflation, c'est-à-dire à la fois de moindre évolution de ce qu'on appelle le PIB, la croissance, et en même temps de l'augmentation des prix. Donc avec ces deux éléments-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup de pression sur la question de la négociation salariale dans les entreprises. Et ça commence à se voir. Donc l'enjeu, c'est aussi de travailler pour voir comment diminuer le coût du travail. Parce que ça, c'est un enjeu majeur. Beaucoup d'artisans et de petits commerçants, bon, moi, je suis issu des PME, donc, et je l'ai vécu et je continue de le vivre dans mes activités, sont concernés par cette charge et cette pression de la charge pour le travail. Donc, il vaut mieux aujourd'hui anticiper sur ces sujets-là, parce qu'ils vont sinon se traduire demain par du fracas. Donc, la responsabilité, c'est d'anticiper. Alors, il y a d'autres forces qui non seulement veulent constituer l'opposition déterminée à Macron, comme toi-même, mais qui veulent même constituer un gouvernement de cohabitation. Donc ils ne sont même pas sur l'opposition, ils sont sur la majorité. Bon, c'est une possibilité. Pourquoi pas? Alors, et il y a un certain nombre de propositions. Alors j'ai fait rapidement un petit quiz. 1700 € net le SMIC. Oui, c'est totalement accessible, à condition, bien évidemment, que la question de la charge soit traitée. On ne peut pas non plus faire peser sur l'entreprise cette augmentation. Donc un accompagnement pour les petites structures. Bien sûr, il faut un accompagnement. Retraite à 60 ans. Alors franchement, la question de la retraite aujourd'hui, alors il y a deux logiques qui s'opposent. Nous sommes pour le bien-être. Tu l'as rappelé tout à l'heure. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, la population aspire à travailler le moins longtemps possible. Alors, est-ce que la retraite à 60 ans est une réalité? Je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt sur 62, 63 ans. Il ne faut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus déréguler complètement le système. Macron, à l'époque, avait émis une idée qui me semblait pas inutile, mais il a fait tout le contraire. C'est-à-dire aujourd'hui, en comptable des finances publiques qu'il est, tout simplement, pour lui, c'est 64, voire 65 ans. Par contre, il y a un certain nombre de professions dans lesquelles il y a eu une réelle pénibilité, pour lesquelles il nous faut aujourd'hui viser effectivement 60 ans, voire moins. Voire moins. Parce que quand on regarde les ouvriers agricoles, par exemple... Alors justement, j'allais y venir. Indemnisation des victimes de la chlordécone et traduction en justice de ceux qui, à un titre ou à un autre, ont trempé dans cet empoisonnement. Ce n'est même pas discutable. Vous voyez, c'est pas discutable. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que dès lors qu'il y a un préjudice avéré, est-ce qu'il y a une causalité entre les maladies que l'on peut voir et cette réalité d'importation illégale d'un pesticide? La réponse est oui. Donc dès lors, il faut qu'il y ait une indemnisation. Il faut une prise en charge de tout ce qui relève de la santé. Il nous faut aussi, parce que ça fait partie, dépolluer les sols. Parce que si on ne dépollue pas les sols, on va rester dans une réalité où la Martinique aura du mal à rentrer dans ce que j'appelle de mes voeux, c'est une forme d'autosuffisance alimentaire. Et puis bon, une autre question rapidement. En attendant de faire la transparence ou la formation des prix, leur blocage. Alors, le blocage des prix, c'est compliqué, parce que je crois que ça ne marche pas vraiment. Voilà. Ça existe. Oui, ça existe, ça a existé, ça a déjà été pratiqué. Ce que je constate, regardons l'administration des prix des carburants ici à la Martinique. Comment c'est fixé? Donc on peut considérer. Il y a deux rapports qui ont été faits en 2009. Oui. Je les ai consultés hier soir. Oui. Je ne suis pas certain que les choses aient vraiment évolué depuis. Voilà, et pourtant, on ne peut pas dire que ce soit la concurrence qui s'impose, puisque c'est le préfet qui, par un arrêté, fixe le prix. Donc, voilà. Donc, alors, je vais te poser une dernière question. Supposons que tu sois élu, à quel groupe vas-tu t'affilier? Alors, parce qu'un député tout seul, c'est un ça député n'existe pas. qui est difficile. C'est possible, hein?
Oui, alors, Lagarde, non, c'est pas Lagarde, comment il s'appelle, le candidat du Sud-Ouest, là. Ah oui, comment il s'appelle, oui, j'ai oublié. Qui est un excellent chanteur. Oui, qui a on peut beaucoup être non d'humour. inscrit, on pourrait être non inscrit, mais c'est pas Voilà. c'est pas ma vocation. Vous savez, moi je suis un homme de gauche, traditionnellement, inscrit dans une famille progressiste. Il se trouve qu'il y a un rassemblement de la famille de gauche, donc l'Union populaire écologique et solidaire, donc Donc tu y seras. j'y siégerai. Très bien. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie Merci, Karl. pour Merci. ces explications. Je pense que les électeurs de ta circonscription et peut-être même au-delà ont à cœur d'écouter ce que tu vas leur dire. Je pense que ça fait partie du débat démocratique. Et je remercie les téléspectateurs de Merci. télévision de nous avoir suivis. Merci et surtout, allez voter. Absolument. Allez voter.